tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Nous poursuivons notre quête de sens avec Estelle, qui après plusieurs années de réflexion sur son projet alors qu'elle était banquière, a fini par se lancer en tant que coach de vie pour permettre à ses clients de faire face aux pépins que la vie met sur notre chemin. Écoutons-la. Bonjour Estelle. Bonjour Tiffaine. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast Métamorphose professionnelle. Merci à toi, c'est avec grand plaisir que je suis là. Et puis je vais te demander de commencer par te présenter dans un premier temps. Donc, je m'appelle Estelle Jaudoin, j'ai 40 ans, je suis la maman d'un grand garçon maintenant qui a 9 ans et demi et j'ai créé il y a 1 an l'entreprise qui s'appelle le Kiwi Bleu. D'accord, alors peux-tu nous en dire plus? C'est quoi exactement le Kiwi Bleu? Donc, le Kiwi Bleu, c'est parce que je suis coach de vie. Et j'ai choisi ce nom-là qui est pour moi très parlant parce qu'en fait, dans un kiwi, il y a des pépins. Les pépins, on les voit, on les mange et ils ne nous gênent pas. Et le but, c'est que dans la vie, ça fasse exactement pareil. Parce que dans la vie aussi, on a des pépins, on a des aléas, des imprévus. Donc on les voit parce qu'on ne se voile pas la face. Hein. Le but, c'est pas juste de se dire tout va bien, mais c'est de savoir qu'on a en nous toutes les ressources pour pouvoir faire face à ce qui nous arrive. Et donc, on a cette confiance en soi et cette confiance dans la vie. La vie est beaucoup plus facile et fluide. Alors, ça ne vous en dit pas beaucoup plus sur mon métier. Donc, coach de vie, c'est quoi? Le but, c'est d'accompagner mes clients à régler leurs problématiques ou à atteindre leurs objectifs. Moi, je travaille plus particulièrement avec les personnes qui, à un moment donné, peuvent se sentir débordées ou dépassées. Parce que dans la vie, on a plein de rôles. On peut être, déjà on travaille, hein, qu'on soit salarié ou entrepreneur. On peut être parent, on est conjoint, on est logisticien parce qu'on a une maison à tenir. Des fois, on peut être infirmier, on est ami, on peut être membre d'association, on est enfant si on s'occupe de ses parents. Enfin, on a beaucoup de choses, beaucoup à gérer. Et parfois, à certains moments, ça fait un petit peu trop. Ou alors, on se perd dans tout ce qu'on a à faire, on oublie l'essentiel. Et on a besoin d'y revenir. Donc là, je suis là pour ça. D'accord, j'aime beaucoup ta métaphore des pépins. Ouais, je trouve que c'est très parlant et ça permet d'expliquer un petit peu, pas forcément ce que je fais, mais l'orientation que j'ai envie de donner. Ouais. Et alors du coup, comment tu en es venue à devenir coach de vie exactement? Alors, il faut savoir qu'avant, je faisais un métier qui était complètement différent. J'étais banquière. Après, le point commun, c'est quand même que j'étais dans la relation client et le conseil. Et j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. J'ai d'abord travaillé chez Chronopost, au service client au départ, et après au centre des colis sans adresse. À un moment, j'ai eu envie d'évoluer parce que j'avais fait le tour du poste. Et puis, la difficulté chez Chronopost, c'est que quand on veut évoluer, en fait, on est obligé de bouger géographiquement. Moi, j'étais installée à Angers, donc j'avais pas forcément envie d'aller à Strasbourg ou à Pau. Donc, je me suis dit, bah voilà, il faut que je change. Donc, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et je pense que comme c'est que j'ai fait mon prêt maison à ce moment-là, à force d'aller dans les banques, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un métier pour moi. Donc, j'ai postulé, tout simplement, en n'ayant aucune expérience en banque, aucune formation en banque. Et pourtant, voilà, j'ai été prise parce que la banque recherchait aussi des personnes avec des expériences différentes. Et ce qui compte, c'était la personne et pas ses études ou son expérience. Donc, c'était parti. D'accord. Beaucoup de formations internes. Donc, j'ai évolué. J'ai commencé à l'accueil au niveau de la banque. J'ai été conseiller clientèle, conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. Et à un moment donné, voilà, le métier n'a plus fait de sens pour moi. Donc, je savais déjà ce que je voulais faire et j'ai senti qu'il était grand temps de tourner la page et de faire autre chose. Donc tu es restée combien de temps dans le domaine bancaire? 9 ans. 9 ans? Et alors donc c'était déjà cette idée de coach de vie en fait qui te travaillait? Alors en fait, j'ai eu l'idée, oui. Ça faisait déjà, avant que je parte, bien 4 ans que j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. En fait, bizarrement, ce qui s'est passé, c'est que c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout le milieu du développement personnel. Mon mari, à l'époque, avait fait une formation pour être coach et là, j'ai découvert tout un univers en fait inconnu
Et j'ai découvert en fait un nouveau monde avec la possibilité d'évoluer, d'orienter sa vie, de prendre sa vie en main. Et là, j'ai senti voilà, que c'était un métier qui pourrait me plaire. Puis à chaque fois que je regardais des coachs ou que j'allais à une conférence, que je regardais des vidéos ou que je lisais quelque chose, voilà, je sentais que c'est quelque chose qui me conviendrait. D'accord. Et ton mari est coach aussi? Non, Non. Il a non. suivi la formation, mais ça s'est arrêté là. Voilà, après, il l'a utilisé. Hein, c'est une formation qu'on peut utiliser aussi dans son quotidien, qui change beaucoup de choses hein, quand on travaille sur soi. Hein, déjà, chose, voilà, pour soi-même. Donc, lui, non. Donc ça, tu travaillé pendant 4 ans, mais tu as mis 4 ans avant de sauter le pas de sortir du domaine bancaire, Oui. ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, pourquoi est-ce que j'étais restée? Ça, c'est une question importante. En fait, j'étais restée parce que je souhaitais avoir un deuxième enfant et je pensais qu'être salarié, c'était mieux pour avoir un deuxième enfant, Mmh. qui était le mauvais choix, étant donné que je n'ai pas eu de deuxième enfant, que ça a été très compliqué, que j'ai fait 2 fausses couches. Et qui m'a aussi montré que dans tous les domaines de vie, en fait, on a besoin d'être bien pour mener notre vie dans la bonne direction. Mmh. C'était un métier donc c'est un très beau métier, hein, on apprend énormément de choses, mais voilà, qui ne faisait plus de sens pour moi, Ouais. qui était lourd en termes de choses à faire et qui était lourd aussi en termes de distance, en termes de déplacement. D'accord. Au bout d'un moment, le travail, la vie personnelle et tout ça, ça a fait de trop. J'ai été en arrêt. J'ai été à un moment, du coup, presque à l'épuisement. Heureusement, mon médecin a réussi à me rattraper avant. C'est pour ça aussi que j'ai choisi d'accompagner les personnes qui, à un moment, peuvent être dépassées, débordées, parce que je sais ce que c'est d'avoir le sentiment, en fait, de ne pas voir le bout du tunnel, de se demander à quel moment ça va s'arrêter. Mmh. J'ai vécu les deux. J'ai vécu le moment où en fait on a plein d'énergie, on est hyper active, on court, on court, on court tout le temps, mais en fait notre corps à un moment il ne suit plus. J'ai vécu aussi après le moment où on est super fatigué et où la moindre petite chose à faire, on a l'impression que c'est une montagne. Mmh. Et puis de tout ça, voilà, ça a été un tremplin de cette expérience. Du coup, j'ai réussi vraiment à vivre une vie qui me correspond. Et alors, quelles ont été les étapes pour, cette, transition? Je me suis interrogée, hein, parce qu'effectivement, il y a eu 4 ans avant que je décide d'être coach. Parce qu'au départ, il y avait quand même la question de se dire, bon, c'est mon mari qui a fait la formation, je vais quand même pas lui piquer le métier qu'il a envie de faire, quoi. Et aussi, c'est un petit peu facile, t'as pas cherché toute seule, là, il trouve un truc, donc toi, tu te dis, et si je le faisais? Parce qu'il y a eu ce questionnement-là, hein, en fait, Ouais. qui était présent. Donc, à un moment donné, j'ai travaillé avec une coach, hein, vraiment sur le domaine professionnel. On a utilisé l'ikigai et tout m'a ramené au coaching. Donc tu veux dire que tu as été accompagnée, c'est ça? J'ai Ouais. choisi voilà, de me faire accompagner pour définir ma voie professionnelle, donc en ouvrant et en étudiant beaucoup de pistes. Et puis, en fait, petit à petit, ça, le travail, c'est que ça fait un peu un entonnoir, donc les pistes se referment au fur et à mesure. Et tout m'a ramené au coaching. D'accord. Et alors là, donc, tu découvrais un peu plus en détail le coaching, tu as vu d'autres coachs, tu as été à la rencontre de d'autres professionnels? Non. Non, pas forcément? Ça, Ça, c'était c'est évident pour après. toi Oui, à parce ce que ça, je moment-là? l'ai fait après. Moi, c'était une évidence pour moi. Je savais quelle formation je voulais faire. D'accord. Euh, et donc après, il n'y avait plus qu'à faire la formation. Et en ce qui me concerne, je ne me voyais pas du tout faire la formation en étant salarié. Mmh. C'était voilà, quelque chose qui était trop lourd. Donc la difficulté, entre guillemets, ça a été de franchir le cap, en fait, de quitter mon travail pour pouvoir faire la formation. OK, donc tu as quitté de quelle manière? C'était sous forme de démission, une rupture conventionnelle ou? Alors j'étais en arrêt Ouais, pendant presque 6 mois. Et effectivement, après, j'ai fait une rupture conventionnelle, d'accord. qui est hyper important quand on veut être entrepreneur, hein, parce qu'on a besoin de nos droits pour l'emploi. Enfin, non, mais vraiment, c'est indispensable. Hein, donc, surtout, ne pas démissionner quand on a un projet de création d'entreprise. Alors, je suis pas trop au courant par rapport à la loi qui devait passer avec la possibilité de démissionner si on a un autre projet professionnel. Tout à fait. Beh, c'est relativement récent, ouais. Hein, mais en tout cas, une chose est certaine, on a besoin de Pôle emploi. Hein. Pôle emploi, c'est notre partenaire officiel les premières années et c'est vraiment indispensable. Mmh, d'accord, donc ta formation, tu l'as faite combien de temps après ta démission? Enfin, ta rupture conventionnelle? Ah bah, tout de suite après. Tout de suite après, tu as enchaîné? Et Oui. c'était une formation, de combien de temps?
C'est une formation que j'ai faite en 2019 sur 9 mois. Ouais. Et puis, donc, pendant la formation, il y avait également l'accompagnement qu'on appelle un coaché, c'est pas très classe, hein, mais du coup, c'était pas des clients, c'était de personnes en fait que j'ai accompagnées. Et la rédaction d'un mémoire. Donc, c'était très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Et donc, ça s'est fait voilà, sur l'année 2019 et j'ai eu mon diplôme en octobre 2019. Et c'est une formation qui est à temps plein ou plutôt à temps partiel? Enfin, quelles sont les modalités? Donc, c'est une formation en présentiel 3 jours par mois sur Paris et tout le reste se fait à distance. Alors, à chacun de voir en fait comment il a envie de faire, le temps qu'il choisit d'y consacrer. D'accord, ok, donc c'est modulable, en fait. Il y a un temps de travail, mais après, il y a des personnes qui étaient salariées qui faisaient la formation également. D'accord, ok. Et donc là, tu l'as financée comment, cette formation? J'ai autofinancé. Autofinancée. Mm. Oui, j'imagine très bien que Pôle emploi ne finance pas ce type de formation. Ouais, après, j'aurais peut-être pu utiliser mon CPF, mais après, c'était pas la formation que je choisissais n'était pas à ce moment-là, en fait, référencée. D'accord. Voilà, éligible au CPF. Mm. Donc, je l'ai autofinancé. Mais en même temps, on est encore plus engagé hein, déjà qu'on n'a plus de travail et en plus qu'on autofinance sa formation. Enfin, voilà, c'est qu'on est aussi vraiment motivé pour y arriver. D'accord, ok. Et donc, ces premières expériences de tes deux coachés à ce moment-là, est-ce que tu en gardes, enfin, quels souvenirs t'en gardes? Oui, alors j'en ai eu beaucoup hein, parce qu'il fallait qu'on en accompagne plusieurs, donc j'en ai accompagné 8 sur 3 mois parce qu'on faisait entre 10 et 12 séances. Ça m'a permis aussi d'apprendre le métier, ça m'a permis vraiment d'être certaine que c'était ce que je voulais faire et puis de mettre en application au fur et à mesure ce que j'apprenais. Donc, c'est vrai, moi, que je suis convaincue par exemple, de l'alternance. Et là, c'est exactement la même chose. C'est vraiment mettre en application ce qu'on apprend et c'est du coup encore mieux comprendre ce qu'on apprend. C'est poser des questions qui ont qui ont un réel intérêt. Toutes les questions ont un intérêt, mais là, d'autant plus qu'on vit la situation. Ouais, exactement. Et donc, quel regard avait ton mari à ce moment-là, puisque lui avait suivi aussi une formation de coaching auparavant? Alors, pendant la formation de coach, moi, j'ai fait beaucoup de changements. Du coup, j'avais changé au niveau professionnel, j'ai fait beaucoup de changements au niveau personnel. Donc après, c'est une formation et une création d'entreprise que j'ai fait toute seule. D'accord. Tu étais soutenue par ton entourage? Oui et non. Mon entourage savait ce que je voulais faire. Maintenant, moi, je savais ce que je voulais. Donc, j'ai pas demandé de conseils. J'ai pas posé de questions. Est-ce que ça me correspondrait ou pas? C'est une démarche ça que j'avais faite en fait pendant l'accompagnement qui a confirmé mon projet de coach. Mais après, une fois que j'ai été lancée, j'ai été lancée. Donc moi, je me suis séparée. Alors si, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon entourage et là, même beaucoup plus en fait ce que j'aurais pu imaginer. Après, heureusement que j'ai fait les choses dans cet ordre-là. Je veux dire d'abord quitter mon emploi avant Ouais. de me séparer parce qu'en toute honnêteté, si ça avait été l'inverse, si je m'étais séparée, je ne suis pas certaine que j'aurais eu le courage de quitter mon emploi. Mais là, c'était fait. Donc c'était fait et j'étais embarquée dans l'histoire. Donc d'autant plus quand on n'a plus qu'un revenu, quand on est tout seul, qu'on a son loyer, qu'on a toutes les charges à assumer, on se dit que voilà, qu'il va falloir faire en sorte que ça marche. D'accord. Donc là, tu avais aussi le soutien donc, de Pôle emploi avec la RE. Est-ce qu'il y a eu d'autres formes de soutien? Est-ce que tu t'es rapproché d'organismes, notamment par rapport à la création d'entreprise ou pas? Oui, moi c'est Pôle emploi qui m'a orientée vers la boutique de gestion. Ouais. La BGE. Et j'ai suivi, juste après la fin de ma formation de coach, j'ai suivi une formation de 6 semaines à la création d'entreprise. Ce qui est très intéressant, c'est à la fois d'avoir le contenu, c'est qu'en plus, on a des temps où on travaille sur notre projet et c'est surtout tous les échanges qu'on peut avoir avec les autres entrepreneurs. Il y avait d'autres coachs parmi les autres participants? Coach de vie comme je fais, non. Non. Ok. Qu'est-ce qui te démarque aujourd'hui des autres coachs? Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus de personnes vouloir se lancer dans le coaching. Il y en a aussi beaucoup sur le marché. Et qu'est-ce qui fait que, alors, là, ton esprit pépin, qu'est-ce qui te démarque des autres coachs? Alors, c'est une question que je trouve difficile. Ouais. Euh,
Parce qu'en plus, on choisit souvent un coach. Alors, ça ne va pas forcément parler aux personnes qui ne connaissent pas, mais on choisit souvent aussi son coach au feeling. Il faut que le contact passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille vraiment sur soi quand on fait un coaching, donc on se livre. La relation de confiance, elle est primordiale pour qu'on puisse bien travailler ensemble. Ouais. Ce qui me différencie, en tout cas ce que j'ai envie de transmettre, c'est je veux que mes clients arrivent en fait à reprendre leur vie en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, et c'est ce que j'ai découvert dans le développement personnel, on peut laisser les événements nous porter, ou alors on peut vraiment choisir de vivre une vie qui nous correspond. Donc ça veut dire qu'on n'évite pas les aléas, parce que les aléas, ils sont là. Notre vie, elle a des hauts, elle a des bas, mais on sait qu'on a un pouvoir d'action en fait sur notre vie, qu'on peut choisir une direction et puis qu'après on a les moyens en fait d'aller dans cette direction. Donc ça se passe pas forcément comme on avait prévu, ça se passe mieux, ça se passe moins bien, mais dans tous les cas en fait on évolue et on se construit une vie qui nous correspond. Pour ça, c'est important déjà de savoir ce qu'on veut. C'est important aussi d'enlever nos peurs, de travailler sur nos peurs parce que c'est souvent ça qui nous bloque. Et parfois, il y a plein de trucs qu'on aimerait faire et on n'ose pas. Et parfois, on s'aperçoit qu'on n'ose pas. Ok, il y a de bonnes raisons, il y a des raisons valables. Et des fois, on n'ose pas et on s'aperçoit que finalement, si on détaille toutes nos peurs, ouais, bon, ok, c'est plus de la bonne excuse en fait que vraiment quelque chose qui peut nous arriver. Exactement. Est-ce que tu parles de ton parcours des fois, justement, aux personnes que tu coaches? Beaucoup. Ouais. Alors, j'essaye de moins en parler. Mais souvent, ce que je dis, c'est je dis je suis la personne que je connais le mieux. Oui. Euh, ce qui m'arrive à moi, je me dis ça peut arriver à d'autres. Et en fait, c'est pas forcément que je raconte ma vie, mais c'est que je vais prendre souvent des exemples de choses qui me sont arrivées. Oui. Ouais, tu t'appuies sur ton expérience, sans pour autant calquer évidemment, vis-à-vis de la personne, mais Alors le but, c'est pas d'influencer la personne et de l'orienter vers la même vie exactement. que moi, hein, on est bien d'accord. C'est ça. Mais c'est parfois quand il y a un exercice ou quand il y a un message à faire passer, quelque chose à comprendre, le fait d'illustrer, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Donc je peux prendre des exemples de clients que j'ai accompagnés, mais souvent, si j'ai la même explication entre un client que j'ai accompagné et moi, même si je donne jamais le nom du client, mais voilà, je préfère prendre mon exemple à moi, je trouve ça aussi simple, quoi. Ouais, et donc là, tu t'es lancée en 2020, c'est ça? Oui, en septembre 2020. Septembre 2020. Comment s'est passé les débuts? Est-ce que, tu as rencontré des difficultés ou ça a été plutôt, assez fluide dès le départ? Non, ça n'a pas été si facile que ça. En fait, pendant les 6 semaines à la formation d'entreprise, j'ai fait un prévisionnel, etc. Mais au final, on fait un prévisionnel, mais un petit peu au hasard, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de données sur le coaching. Certes, on fixe ses tarifs parce qu'à ce moment-là, oui, on fait une étude de marché, etc. Mais on ne sait pas concrètement combien de clients on va avoir. Donc, on met des chiffres, et puis on se débrouille comme on veut, comme on peut, avec le tableau. Et ce qui est bien, c'est que ça nous donne une idée du nombre de clients qu'on peut avoir, du nombre de séances en fait qu'on peut faire dans la semaine, etc. Ce que j'ai sous-estimé, oui et non, mais c'était la nécessité de faire de la prospection. Mmh. Et pour faire de la prospection, la nécessité de se mettre en avant et de parler de soi. Ça, c'était dur pour toi? En fait, ce qui a été dur, mais je l'ai compris après, je n'arrivais pas à faire de la prospection. Pendant les 6 premiers mois, impossible en fait de prendre mon téléphone ou d'aller faire de démarchage. Bon, il faut dire que le contexte avec les confinements Oui. ne m'a pas forcément aidé, mais même au-delà de ça, Mmh. j'ai mis quand même 6 mois à comprendre que j'avais peur qu'on me dise non. Et Mmh. que si on me disait non, en fait, j'assimilais le non à tous les changements que j'avais faits dans ma vie. Parce que j'ai fait quand même de sacrés changements. J'ai quitté mon travail, je me suis séparée, j'ai quitté ma maison, etc. Et c'était comme si, en fait, si je me présentais et qu'on me disait non, on me disait non, en fait, à tous ces changements que j'avais faits dans ma vie, on me disait non vraiment à moi en tant que personne. Donc, il Mmh. m'a fallu, voilà, 6 mois pour passer ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire de la prospection. Et, D'accord. et puis, et en fait, ça se passe très bien, la prospection. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai plein de clients forcément qui arrivent, mais dans tous les cas, dans la démarche, je suis hyper bien reçue en fait quand j'appelle, les entretiens se passent très bien.
Mais j'ai pas de regret à avoir mis 6 mois parce que si ça se passe bien, c'est certainement aussi grâce au travail que j'ai fait et au temps que j'ai pris pendant 6 mois. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a eu quoi? Il y a eu un déclic à ce moment-là, après 6 mois? Je sais pas, je ne peux pas dire ce qui s'est Pas? passé. D'accord. C'est souvent comme Quelle ça. prise Je de sais pas ce conscience. qui s'est passé, mais ça y est, un jour je me suis dit, c'est bon, je suis prête. Ok. Et voilà. Et donc, j'ai fait un script, j'ai choisi à qui j'appelais, et puis c'est parti. Alors, savoir que moi, je démarche des prescripteurs médicaux. Alors, j'ai commencé par ceux de ma commune. Alors, ma commune étendue, on est 7 communes, mais je me suis dit, j'ai quand même me faciliter la vie. Oui. Donc, la proximité a aidé, et puis voilà, après, on prend de l'assurance, on continue, et puis les choses s'enchaînent. D'accord. Ok. Donc là, en fait, c'est des partenaires en fait qui t'envoient des personnes. Comment ça fonctionne? Voilà, hein, le but, c'est ça, c'était que je mette en place un réseau de prescripteurs. Pourquoi aussi? C'est parce que je souhaite m'adresser, comme je te disais, à des personnes qui se sentent dépassées, débordées et parfois à la limite de l'épuisement. Et en fait, quand on est dans cet état-là, c'est souvent difficile de prendre du recul. En fait, on ne se rend pas compte de la situation dans laquelle on est. Et moi, j'aimerais tellement pouvoir rattraper les personnes comme moi, comme mon médecin l'a fait, mais avant qu'elles soient en situation d'épuisement. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile à s'en remettre, hein, soyons clairs. Évidemment, je peux travailler avec des personnes qui ont été en burn-out, que ce soit professionnel ou personnel, mais c'est tellement mieux si on peut l'empêcher. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi choisi de mettre en place un réseau de prescripteurs, c'est pour pouvoir détecter des personnes qui potentiellement en fait seraient en souffrance. Donc avant que ces personnes soient en arrêt ou alors peut-être au début de leur arrêt, c'est ça? Voilà, bah, si possible avant, Avant. ou des personnes qui sont en arrêt. Mm. Et puis même après, mais plus tôt on s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie, mieux c'est. Ouais. Ok. Donc pas forcément en lien avec le travail, ça peut être voilà, quelle que soit sa situation personnelle, professionnelle. C'est quoi, enfin, est-ce que tu pourrais me donner des exemples ou en tout cas, je ne sais pas si tu as une population, tu te rends compte, alors soit cible ou alors tu as des problématiques qui reviennent quand même régulièrement euh, ou c'est vraiment très varié. Alors ça peut être très varié, parce qu'effectivement, je ne fais pas de différence entre l'épuisement personnel et l'épuisement professionnel. La cause est là. Maintenant, c'est compliqué d'aller bien dans le travail quand vraiment dans le personnel, ça ne va pas bien, et vice-versa, en fait. Hein. Souvent, ça empiète l'un sur l'autre. Après, ce qui peut être commun, ça peut être des symptômes. Mm. Euh, on peut avoir deux cas de figure. On peut être quelqu'un en fait qui court, qui a toujours beaucoup d'énergie, qui n'a pas l'impression d'être fatigué, mais en fait dont les journées sont hyper chargées et du coup qui ne prend pas de repos. Donc qui est capable de tout assumer. Alors c'est vraiment Wonder Woman, mais Wonder Woman elle a quand même besoin de se ressourcer un petit peu. À l'inverse, ça peut être des personnes qui sont déjà hyper fatiguées et quand on rajoute quelque chose, en fait, on a l'impression que c'est une montagne, et même une petite chose, en fait, peut devenir insurmontable. Mm. Donc, des fois, on n'est que dans une des deux phases, des fois, on passe par les deux. Moi, je suis passée par les deux. J'étais hyper active. Hein. Quand le médecin m'a arrêté, ça m'a arrêté net direct. Enfin, c'est pas que j'étais plus capable de rien faire, mais la moindre petite chose, voilà, ça paraissait énorme. Le symptôme, c'est qu'on n'arrive plus à dormir, qu'on n'a plus envie d'aller travailler, quand même nos enfants et notre conjoint qu'on adore, on se dit ouais mais non, là j'ai juste envie c'était toute seule. Alors être tout seul, c'est normal, avoir besoin de temps pour soi. Mais il y a un moment quand vraiment on n'en peut plus, ça c'est que ça peut être une petite alerte. Voilà, quand je l'ai dit, quand on ne dort plus, quand nos besoins en fait physiologiques, on ne les respecte plus. Parce qu'on a besoin de quoi? On a besoin de sommeil, on a besoin de faire du sport, on a besoin de s'alimenter correctement et on a besoin aussi de respirer. Celui-là, on n'en parle pas beaucoup, mais on a quand même Il besoin. est essentiel. Ouais, il est essentiel, mais surtout qu'en fait, on ne sait pas respirer. Ouais. Et en fait, quand nos besoins physiologiques, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas respectés, ça peut être une alerte aussi. Je ne dors pas, ou j'arrive pas à dormir ou pas assez, je prends plus le temps de faire du sport. Ça, c'est aussi qu'on s'oublie, en fait. Souvent, je dis, en fait, à notre enfant, on dirait jamais, bah non, aujourd'hui, j'ai pas le temps, je t'emmène pas au foot. Mais à nous, on se dit, bah l'heure où on avait prévu pour aller marcher ou pour aller à la piscine, ah bah mince, bizarrement, en fait, bah là, ça saute parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, exactement. Voilà, quand on a un agenda qui déborde ou plus rien ne rentre, ça peut être un symptôme aussi.
Hmm. Est-ce que tu t'es déjà senti en difficulté face justement à une personne que tu accompagnais et peut-être t'as peut-être réorienté ou en tout cas tu t'es peut-être senti démunie face à sa situation? Alors, démunie, j'ai pas eu le cas. Ouais. Maintenant, il y a des personnes, effectivement, où on s'aperçoit que la méthode qu'on utilise ou l'exercice, ça ne fonctionne pas, en fait, comme c'était censé fonctionner. Mm. Et donc, voilà, le but, c'est de partir sur autre chose. Mais heureusement, en fait, quand on est coach, on doit être supervisé. Hein, donc, on a un superviseur aussi qui est là pour nous aider. Moi, je fais aussi des supervisions collectives, donc c'est hyper intéressant parce que non seulement j'ai les conseils du superviseur, mais j'ai le retour des autres coachs. Et tous ensemble, voilà, on arrive en fait à trouver d'autres solutions. Maintenant, je suis d'accord avec toi, le but, c'est pas de s'entêter si on n'est pas la bonne personne pour accompagner quelqu'un. Il ne faut pas forcément en fait persévérer et c'est important de savoir passer le relais. Mm, mm. Donc, bah, j'essaye, moi, de le prévenir aussi en faisant toujours un premier entretien qui est gratuit. Pourquoi? Parce que mon premier objectif, c'est vraiment de pouvoir cerner si la problématique de la personne, je vais pouvoir l'accompagner ou pas. Ouais. Euh, Tous les thérapeutes sont différents. Un coach et un psychologue, par exemple, ne font pas la même chose. Moi, je travaille vraiment sur le présent. Je reviens pas sur des traumatismes passés, etc. Donc, en fonction du besoin que la personne va exprimer, voilà, le but, c'est de pouvoir sentir si je suis utile. Parce que, voilà, moi, je disais, quand j'étais en banque, il y a eu un moment, en fait, ça ne faisait plus de sens parce que je ne me sentais plus utile. Mm. Donc là, le but, c'est pas de refaire pareil. Oui, exactement. Ah, voilà, comme je veux vraiment être utile à la personne que j'accompagne, il faut que ça corresponde à sa problématique. Mm. Ok. Donc, ça t'est arrivé lors du premier rendez-vous en disant, ah non, bon là, je vois que ça correspond pas et du coup, je préférais orienter. Oui, tout à Ouais. fait. Ok. Tu vis ton activité aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui, je ne vis pas de mon activité. Donc Ok. ça, c'est un des problèmes, entre guillemets. Alors, c'est une situation que j'avais envisagée hein, depuis le départ. Mais pour les personnes qui nous écoutent et qui ont un projet, en fait, d'entrepreneuriat, moi, si j'ai un conseil à donner, et pourtant, c'est pas du tout ce que j'ai fait, hein, mais c'est d'essayer de garder son activité le temps de lancer son entreprise. Mm. Pourquoi? Parce que même avec 2 ans de Pôle emploi, on n'arrive pas forcément à en vivre au bout de 2 ans. Surtout si on fait une formation, ça prend du temps. Et puis le temps est compté quand on bénéficie des allocations Pôle emploi. Donc j'ai interrogé, moi là, au mois de mai, voyant que mon activité, du coup, ça ne me permettait pas d'en vivre, j'ai interrogé pas mal d'entrepreneurs pour savoir, du coup, au bout de combien de temps ils avaient réussi à vivre de leur activité. Et c'est là que j'ai vraiment vu que les personnes qui avaient réussi dès la première année après avoir quitté leur métier à vivre de leur activité sont des personnes qui avaient énormément anticipé. Donc, Mm. en faisant déjà la formation alors qu'ils étaient salariés Ouais. et en créant du contenu, soit un blog, soit des vidéos, soit des podcasts, pour pouvoir se faire connaître et en ayant vraiment des touches déjà très précises de clients avec qui ils allaient pouvoir travailler dès la Mm. première année. D'accord. Ok. Après, ça se fait aussi, hein. Moi, je l'ai fait, je continue mon activité, même si j'ai plus de Pôle emploi aujourd'hui, parce que j'ai trouvé une activité complémentaire. Donc, je fais aussi un mi-temps en parallèle, D'accord. et parce que j'ai de l'argent hein, que j'ai mis de côté qui me permet aussi de pouvoir subvenir à mes besoins. D'accord. C'est une activité qui est en lien avec ton activité d'entrepreneur Non, ou pas du tout? non, non, pas du tout. Non, Hein, pas du c'est une activité qui me permet de faire en fait un mi-temps 2 jours par semaine et qui me laisse le reste de la semaine voilà, pour me consacrer à mon activité. tout. D'accord. Ok. Et c'est quoi si c'est pas discret? Je suis à l'accueil physique et téléphonique dans 2 concessions. 2 concessions D'accord. voilà, différentes, une le lundi et une le mercredi. Mon objectif, il était très clair. C'était, une fois que j'ai quitté mon travail salarié, c'est que je ne veux plus avoir à y penser jusqu'à ce que je reprenne. Et Mhm. je ne voulais pas faire de prospection et je ne voulais pas avoir d'objectif. Parce que je dois déjà en faire pour moi. D'accord. Donc, le but, c'était pas d'en faire. Donc, voilà, donc ça se passe très bien. Et puis c'est un bon compromis parce que quand on est entrepreneur, enfin moi ma profession, je travaille de chez moi. Mhm. D'accord. Donc j'ai des clients, mais j'ai pas forcément de collègues, même si on a du réseautage et du réseau d'entrepreneurs, mais il y a quand même beaucoup de moments où je suis toute seule. Donc l'idée aussi de l'activité complémentaire, c'est de pouvoir avoir du moment. Je comprends bien.
J'ai vécu ça également. Et donc là, du coup, ton activité, tu l'exerces à distance? Enfin, les coachings se passent à distance ou tu as moyen aussi de faire en présentiel un petit peu? Alors, je peux faire en présentiel, hein, Ouais, moi je suis juste à côté d'Angers, à Andars. Je peux me déplacer aussi chez les clients hein, en fonction de la distance. Et puis, je fais énormément en visio. Alors, je d'accord. ne pensais pas forcément faire autant en visio, mais c'est vrai que quand on a déjà un agenda qui est bien chargé ou quand on est fatigué, on est content de ne pas avoir à prendre la voiture, à faire la route, à trouver une place de parking. Donc, la visio, ça a cet intérêt-là. Et puis, je travaille aussi beaucoup le midi avec certains clients que j'accompagne parce que c'est plus facile pour eux bah, de trouver hein, 1 heure ou 1 heure et demie le midi plutôt que le soir une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Donc tu adaptes tes horaires en fonction des disponibilités de tes clients, c'est ça? Oui. Voilà, D'accord. c'est du possible, mais j'ai toujours trouvé, enfin voilà, hein, avec mes clients, des créneaux qui nous correspondaient à l'un et à l'autre. D'accord, très bien. Tu parlais donc de conseils, tu as anticipé un petit peu ma ma question. Conseils par rapport, à ceux qui souhaitent se lancer et donc dans l'entrepreneuriat maintenant, est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ceux qui souhaiteraient devenir coach? Alors, bah, la première chose à faire, c'est de choisir sa formation. Donc, c'est de vraiment étudier toutes les offres de formation. Il y a des offres très variées et de trouver une formation en fait. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a du feeling parce qu'on ne rencontre pas forcément toutes les personnes, mais vraiment qui nous correspond, qui nous attire, c'est hyper important. Enfin, moi, à chaque fois que je partais en formation, j'étais avec des personnes aussi qui me correspondaient, hein. On avait toutes choisi la même, c'est pas forcément un hasard. Donc c'est ça, la première chose à faire, c'est de choisir sa formation, de bien savoir avec qui on a envie de travailler, et ce qui est hyper difficile en fait à faire, hein, parce que quand on a nos formations de coach, on peut travailler avec tout type de public. Donc c'est à nous de décider en fait avec qui on a envie de travailler. Donc c'est ça, c'est de bien faire un travail sur sa cible pour pouvoir après faire de la prospection. Et pour toi, ça a été clair dès le départ? Non. Non? Non, non, parce qu'au départ, je pensais m'orienter vers coach parental. Je voulais aider des parents. Parce que pour moi, en fait, il est indispensable que les parents doivent aller bien pour que les enfants aillent bien. Et donc, je souhaitais vraiment travailler sur les parents. Mais Mmh. je me suis aperçue que j'étais trop assimilée avec de la discipline positive, D'accord. c'est-à-dire des conseils en fait en éducation, et ça, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, Mmh. ça a été un exemple de personne que j'ai réorientée lors d'un premier entretien, quand je voyais que ça ne correspondait pas à ce que je faisais. Voilà, je pouvais réorienter. D'accord, OK. Donc ça s'est affiné après, au fur et à mesure? Ça s'affine toujours Ouais. au fur et à mesure. Ouais, ouais. Donc ta cible peut encore changer aujourd'hui? Ma cible peut encore changer aujourd'hui pour deux raisons. C'est que c'est une cible qui est quand même assez vaste. Pour une raison précise aussi, ce que je te disais, c'est que quand on est dans un état proche de l'épuisement, on n'est pas capable forcément de s'en rendre compte. On n'a pas assez de recul. Donc c'est difficile de trouver des clients qui ne se rendent pas compte de l'état dans lequel ils sont. Donc ça va peut-être aussi m'obliger, tu vois, à revoir ma cible, tout simplement bah, pour avoir plus de clients et pour pouvoir vivre de l'activité. D'accord. Et puis, je me laisse aussi le choix d'évoluer. J'ai aussi choisi un nom, le kiwi bleu, qui est quand même assez générique parce que au fur et à mesure des rencontres que je vais faire, que ce soit des rencontres de clients, des rencontres d'autres entrepreneurs, je me laisse la possibilité, voilà, d'évoluer personnellement et puis d'évoluer au niveau des clients que j'accompagne. D'accord, et comment tu vois ton évolution là sur, les mois, années à venir? Alors souvent, on me pose la question, on me dit il faut que tu aies une vision de ton entreprise à 3 ans, etc. Non, concrètement, j'en ai pas. Aujourd'hui, l'entreprise, voilà, je pense qu'elle existera toujours dans 3 ans, que je serai forcément dans l'accompagnement parce que voilà, c'est là où je sens que ma place est aujourd'hui. Ouais. Maintenant, avec quels clients, bah, les clients, la cible de clientèle aura peut-être évolué. J'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup lire, donc mes techniques d'accompagnement auront peut-être évolué. Et puis surtout, j'ai envie de développer, alors pas d'association, mais des entraides, des partenariats avec d'autres entrepreneurs, hein. Faire des ateliers communs ou des journées communes. Donc ça aussi, ça peut m'amener à évoluer. D'accord, tu as commencé à faire des ateliers déjà? Alors, je fais des ateliers collectifs, hein, j'en ai fait pour des prestations, par exemple pour des crèches, etc.
Là, je commence à faire des ateliers plutôt de présentation pour que les gens me découvrent. Donc là, ce week-end, en fait, je vais être présente à Mademoiselle Violette à Saumur, qui est un concept en fait où des femmes viennent passer un moment chaleureux, cocooning. Donc je fais celui de Saumur, je vais faire celui d'Angers, et le but c'est d'en faire de plus en plus pour pouvoir faire découvrir mon activité. D'accord. Une difficulté aussi pour les coachs, c'est ce qui m'y fait penser, c'est que notre activité, même si le terme de coach, on l'utilise très souvent et on l'entend souvent, l'activité du coach, ce que fait le coach et comment il le fait, en fait, ça, c'est encore très peu connu. Et donc, c'est aussi quelque chose à développer parce que quand on a une difficulté, on pense peut-être à aller consulter un psychologue. Les médecins orientent facilement les personnes vers les psychologues et ils sont très bien parce que leur métier est super utile, mais ils ne pensent pas forcément en fait à les orienter vers nous alors que voilà, on a une approche différente et pour certains clients, certains patients, on a tout à fait notre place. D'accord. Tu veux dire que voilà, il y a aussi un travail sur la représentation du métier. Ouais. Faire connaître le métier, expliquer ce que c'est et puis quels sont les bénéfices. D'accord, ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Stella, avant qu'on termine? Non, on a parlé de beaucoup de choses. Moi, ce que j'encourage tout le monde, c'est si vous avez un rêve, si vous avez un projet, surtout faites-le. Et puis, je vous prête ma question fétiche. Et qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Ah, j'aime ce genre de conclusion, d'ouverture. Qu'est-ce que Alors, vous feriez si vous n'aviez pas peur? oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on plaque tout, qu'on saute dans le vide sans parachute. Ça veut juste dire qu'on se donne les moyens, qu'on ose rêver, et puis voilà, et on fait tout pour que ça marche. D'accord. Et je reviendrai sur un terme aussi que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le pouvoir d'action. Ouais, qui me semble important. Et il y a un mot qui est revenu aussi régulièrement dans ton discours, c'est cette notion d'évolution aussi. Souhait d'évolution, alors l'évolution qui peut être multiple, hein, en effet. Donc toi, on voit ton parcours, on voit ton évolution, les différentes transitions que tu as eues. Et je te remercie vraiment pour ce partage. Voilà, tu revenais sur cette notion d'action qui est importante pour moi. C'est vrai que je ne crois pas que je l'ai précisé, mais l'intérêt du coaching, c'est ça. C'est qu'on fait à la fois un travail sur soi, mais aussi dans cette optique de se mettre en action. Parce que qu'est-ce que je fais concrètement en fait pour changer ma vie? Penser à mon problème, c'est bien. Et c'est hyper important, mais ça ne va Ouais. pas le régler. Donc, c'est très important de se mettre en mouvement. Et l'objectif, c'est de se faire des actions qui sont à sa mesure. Des personnes qui sont hyper fatiguées quand elles ont envie de reprendre de l'activité physique. On va commencer par 5 minutes ou 10 minutes de marche et c'est OK, et ça va évoluer. On retrouve toujours ce fameux mot, évolution, parce qu'en fait, on n'est pas des êtres statiques, en fait, même si à un moment donné, on est bien notre vie et qu'on a tout ce dont on a besoin. Si on ne fait rien pour l'entretenir ou si on ne fait rien pour avancer vers ce qui nous plaît vraiment, en fait, on va péricliter, on va s'ennuyer et en fait, notre vie ne va plus avoir le même intérêt. Donc, on évolue au niveau de notre travail, on évolue dans notre vie familiale, on évolue dans notre couple et puis on évolue aussi personnellement parce qu'on a aussi toute une sagesse à acquérir et on dit qu'avec l'âge, on acquiert de la sérénité et de la sagesse. Et bien franchement, je trouve que c'est vrai. Et l'objectif, c'est ça, c'est que chaque jour qui passe, on soit de mieux en mieux dans sa vie. C'est une super conclusion. Merci Estelle. Merci à toi, Tiffaine. Merci pour ton engagement et puis pour montrer au monde toutes ces possibilités qui existent en termes de reconversion professionnelle. Exactement, ces possibilités d'évolution. Mais écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation et puis j'ai hâte de voir les retours suite à ton partage. Merci à toi, Tiffaine. Très bonne fin de journée également. Merci. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.